Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un client, chef d'entreprise, qui souhaite anticiper la transmission de la société qu'il détenait avec son épouse. Pour traiter de ce sujet passionnant, c'est Pierre Payan, ingénieur patrimonial au sein du cabinet depuis bientôt 1 an, qui va nous partager le cas de ce client qui nous a sollicité pour cette question bien spécifique de la transmission d'entreprise. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Alors, comment vas-tu? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, il fait beau, on est en pleine période de fête, donc tout va bien. Super. Effectivement, on est l'avant-veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour nos auditeurs. Eh bien, écoute, ce que je te propose, moi, c'est de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Et pour le coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce cas et surtout pourquoi ils nous ont contactés? Eh bien alors c'est un couple qui nous a contactés, 68 et 69 ans, donc qui ont déjà atteint l'âge de la retraite, mariés sous le régime de communauté universelle avec 2 enfants. Ok, régime de communauté universelle, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Quand même assez rare ce régime. Je pense que pour nos auditeurs, ça peut être bien que tu fasses un petit rappel un peu du fonctionnement, des grandes lignes de ce régime si particulier. Oui, bah très simplement, ce qu'il faut retenir dans le régime de communauté universelle, c'est que comme son nom l'indique, tous les biens sont communs. Que ce soit les biens présents au moment du mariage et les biens qui sont acquis après, ils vont tous tomber dans une masse commune. Les seuls biens qui resteront propres aux époux, ce sera les biens qui sont reçus par donation et les biens qu'on va considérer comme propres par nature, donc au sens du code civil. Typiquement, pour vous donner un exemple, ce serait les vêtements, heu, que chacun met, au quotidien. Ah oui. Effectivement, donc quand même, majorité du patrimoine commun, quoi. OK. Exactement. Hem, super et la grosse particularité aussi de ce régime, je crois, c'est il y a pas d'ouverture de succession au premier décès des 2 époux. C'est-à-dire que l'intégralité du patrimoine est transmis peut-être aux conjoints survivants, non? Ouais, tout à fait. Top. Et écoute, merci pour ces petites précisions. Est-ce qu'on continue sur notre cas d'aujourd'hui? Oui, 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 donc ce couple est venu nous voir et c'est principalement monsieur, en fait, qui avait des questions à nous poser puisqu'il a monté une société sous forme de SARL et il possédait donc 99 des parts de cette société, madame possédant le pourcentage restant. Il est gérant de cette société et ses 2 fils y travaillaient avec lui. Également, à côté de ça, donc, les locaux, de cette société étaient détenus dans une SCI qu'il possédait avec sa femme à 50-50. Et OK. donc il était venu nous voir puisque, il souhaitait transmettre cette société à ses fils, puisqu'il a atteint un âge assez avancé pour prendre sa retraite et à côté de cette transmission, essayer de commencer à prévoir, en fait, des revenus complémentaires pour compenser la baisse de salaire qu'il aurait due à son passage, en retraite. Très bien. Bah, ouais, effectivement, cas, assez, assez classique par rapport aux questions des clients qu'on peut avoir. Et du coup, dans le cas de ce monsieur-là, qu'est-ce que tu as pu préconiser, comme, stratégie? Bah, pour prendre le problème principal de la transmission de cette société, ce qu'on lui a proposé, c'est un pacte du treuil. C'est un pacte qui permet donc une exonération de 75 de la valeur des titres qui sont transmis. Pour que ça marche, oui, donc ça porte sur les titres d'une société d'exploitation avec une activité commerciale. Il faut respecter plusieurs étapes. 75 d'exonération sur la valeur du titre, c'est quand même, ça me paraît assez dingue. Mais tant mieux si on peut le mettre en place. Et du coup, forcément, hein, je suppose que le législateur,
contrepartie d'une belle carotte fiscale comme celle-là, il y a des conditions qui doivent être quand même assez strictes pour pouvoir en bénéficier. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est une très belle, un très beau cadeau que fait l'administration. Par contre, on a effectivement pas mal de conditions, notamment, en fait, en termes de durée de l'opération. Tout d'abord, il faut savoir que ça s'anticipe un petit peu puisqu'il faut prendre un engagement de conservation de départ au moins 2 ans avant la transmission. Mmh. Seul moyen d'éviter cet engagement de conservation, c'est de détenir déjà plus de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote, et qu'en plus de ces détentions-là, on y exerce une fonction de direction depuis au moins 2 ans. Et si on arrive à remplir ces conditions-là, on dira que le pacte est réputé acquis, et donc on n'aura pas besoin de faire recourir à nouveau ce délai de 2 ans. D'accord. En plus de cette condition-là, on peut avoir, si on fait une donation, en fait, lorsqu'on a moins de 70 ans, ce qui est le cas d'ailleurs pour la personne qui est venue nous voir, puisqu'il avait 68 ans. On a moins de 70 ans, on fait une donation en pleine propriété, on peut bénéficier, en plus de l'exonération de 75%, de 50% de réduction sur les droits de donation qu'il nous resterait à payer s'il y en avait. OK, top. Ah ouais, donc super intéressant, quoi. Exonération effectivement de 75 de la valeur et en plus de ça, réduction de 50 sur les droits, à Exactement. payer le cas échéant. Donc ouais, ouais, bon leverage, d'économie fiscale. Hem et bah, du coup, OK, Pacte Dutreil, c'est compris. Si on revient à notre cas du jour, comment tu as pu mettre ça en perspective? Alors, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les conditions, étaient respectées puisqu'on l'a vu, monsieur a monté la société lui-même et détient plus de 99% des titres. Donc en termes de droits financiers, de droits de vote, on a les quotas qui sont respectés et il est gérant de cette société depuis le démarrage. Donc on a un pacte qui est réputé acquis. À partir de là, il peut transmettre les titres de sa société au bénéficiaire de son choix et c'est ce bénéficiaire qui va devoir à son tour prendre un engagement de conservation pendant 4 ans. Au cours de ces 4 ans, la fonction de direction de la société, elle va devoir être exercée soit par le bénéficiaire de la donation, soit par notre donateur, donc le client qui est venu nous voir, pendant les 3 années qui suivent. Si on OK. respecte tout ça, on peut bénéficier de l'exonération. Donc en gros, si on met en perspective, c'est-à-dire que le fils, le donataire, Ouais. va devoir effectivement 3 ans après enfin dans les 3 années qui suivent, tout de suite après la donation, devenir, dirigeant de la société. C'est ça. Tout de suite après la donation, il faut qu'il prenne cet engagement de conservation de 4 ans et ensuite c'est soit lui, soit, s'ils le décident ensemble que son père reste gérant de la société, mais dans les 2 cas, il faudra que l'un des 2 exerce les fonctions de direction pendant 3 ans. OK, top. Jusque-là, ça s'entend, qu'est-ce qui se passe du coup si les conditions sont pas respectées? Ah bah, alors évidemment, tu l'auras bien compris, si les engagements ne sont pas respectés, à ce moment-là, le donataire, il aura l'obligation, tout simplement, de payer le complément de droit de donation, qui sera accompagné par des intérêts de retard. On a eu 75% d'exonération. Si on ne respecte pas nos engagements, ces 75% seront à nouveau taxés et on paiera des intérêts de retard. Ouais, vaut mieux pas se louper. Parce que les intérêts de Exactement. retard sur des valeurs comme ça peut vite grimper. OK. Merci Pierre pour ce point précis là sur le pacte du trade et les conditions notamment des pactes, réputés acquis. Hem, est-ce que tu as pu traiter d'autres sujets sur ce cas-là? Oui, tout à fait. On l'a évoqué rapidement, au démarrage du podcast. À côté de ça, après la transmission, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire de cette SCI, qui détient donc les locaux d'exploitation de la société. Hem, Cette question, on l'a mis en relief surtout par rapport au souhait des clients de générer un revenu complémentaire. On l'a dit, monsieur, il transmet sa société aujourd'hui puisqu'il est arrivé un moment où il va passer à la retraite, donc on va avoir une baisse de ses revenus. Donc, il faut trouver un moyen pour compenser cette baisse pour qu'il puisse maintenir son niveau de vie. Or, sur OK. la SCI aujourd'hui, les locaux ont été achetés à crédit, ce qui veut dire que ce crédit qui ne prendra fin que dans 6 ans, pendant 6 ans,
notre SCI, elle va nous générer des charges, un effort de trésorerie tous les mois et non pas des revenus complémentaires. Mmh. Ouais. Hem, Est-ce qu'il n'était pas, simplement, je sais pas, de bon ton ou de bon conseil de dire: «Bah, voilà, on rembourse simplement par anticipation le crédit, le coût de la SCI»? C'est vrai que ça aurait pu être une solution très très simple et très évidente. Malheureusement, dans ce cas précis, les clients n'avaient pas les liquidités nécessaires pour faire le remboursement de ce crédit. Ah oui, c'est une bonne raison. Et tout à fait. Donc on leur a proposé, en faute de pouvoir faire ce remboursement anticipé, ce qu'on leur a proposé, nous, c'était de vendre cette SCI et de réinvestir tout simplement le produit de cession pour avoir des revenus complémentaires immédiats. Parce que c'est au moment où il va faire sa transmission qu'il va avoir sa baisse de revenus et que donc il aura un besoin de revenus Mmh. complémentaires. Pour ça, la solution de réinvestissement à laquelle on a pensé, c'est la location meublée gérée. Ça nous permet d'investir dans de l'immobilier sans contrainte de gestion, puisqu'elle est déléguée à un gestionnaire et on perçoit des revenus qui ne sont pas fiscalisés. OK. Mais, il me semble aussi que dans une SCI justement, on peut avoir, des revenus non fiscalisés, tu me le confirmes? Alors en fait, dans une SCI, on a deux modes d'imposition qui sont possibles. On peut avoir des SCI qui sont dites à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, ou des SCI qui sont à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Sur les SCI à l'impôt sur le revenu, le principe est assez simple. C'est les associés de la SCI qui sont imposés directement, donc selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu classique, à leur tranche marginale d'imposition. Ouais, comme si on détenait un bien immobilier en direct, quoi. Exactement. OK. Sur la SCI à l'IS, cette fois-ci, on va avoir, non pas le barème de l'impôt sur le revenu, on va avoir l'impôt sur les sociétés, mais on va avoir aussi la possibilité de faire donc des déductions comptables, notamment l'amortissement des biens, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Là, dans notre cas, on n'était pas sur une SCI à l'IS, on était bien sur une SCI à l'IR. Donc D'accord, ouais. impossibilité pour nous de faire ces amortissements. De toute façon, les revenus étaient taxés, pour ces clients-là. Bon, et ils détenaient le bien depuis combien de temps? Ce bien, ça faisait quelques années qu'il le détenait. De mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça devait faire, entre 5 et 10 ans qu'il le détenait. OK. Ouais, donc en plus, il y a une notion d'un petit peu d'exonération de plus-value, immobilière, parce que c'est le même régime, hein, c'est la plus-value des Des particuliers immobilières particuliers, oui, des tout à fait. particuliers, donc avec abattement pour durée de détention et cetera, donc intéressant quand même l'IR pour ça. En cas de revente, on bénéficie effectivement des abattements pour durée de détention de l'immobilier, alors que l'IS, bah, tout ce qu'on n'a pas payé en phase de fiscalité à l'entrée, ou en phase de constitution, on va le payer à la sortie. Donc, c'est vraiment des bonnes questions à se poser et je pense qu'on aura peut-être même l'occasion de faire un podcast, dédié dessus, sur ce sujet, cette question épineuse, de l'option fiscale des SCI, soit IR, soit impôt sur les sociétés. Bah, merci Pierre pour ce petit focus. Et alors, tu me parlais tout à l'heure de location meublée. Alors si on revient un petit peu à notre cas, et de location meublée plus précisément qui permettait d'avoir des revenus non fiscalisés. Alors ça aussi ça me paraît, quand même dingue. Heu, comment ça fonctionne? Comment ça marche tout ça? Alors, c'est vrai que dit comme ça, sans explication, ça peut paraître assez merveilleux. Tout simplement, ce type de revenu, donc quand on est en location meublée, la loi nous donne la possibilité donc de déduire comptablement des charges, qu'on appelle donc les amortissements. Ce sont des charges qui sont purement comptables et qui vont avoir pour effet de ramener votre revenu taxable à zéro, alors même que à côté de ça, on perçoit quand même réellement des revenus. Concrètement, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est ce qu'on appelle donc le régime des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Hem, les amortissements, ils vont se faire en fait par composantes. On va prendre votre bien immobilier, on va distinguer, la toiture, les murs, les meubles et selon les différents composants, on va pouvoir appliquer des abattements, donc sur une certaine durée, qui vont pouvoir nous permettre de déduire plusieurs charges, toujours uniquement comptables,
pour baisser ce résultat fiscal. OK. Ah ouais, effectivement, c'est intéressant de savoir comment ça se passe parce qu'on aurait l'impression que c'est assez miraculeux, mais bon, faut être vigilant aussi sur ces régimes fiscaux, particuliers quand même. Très bien, c'est noté pour ça. Donc on a parlé pas que du trade, on a parlé, options fiscales, SCI, IRIS, un peu de location meublée, on a parlé un peu d'amortissement et cetera et tu le disais en off, tu avais travaillé sur un autre point dans ce dossier. Oui, bien sûr. En fait, à côté de ça, monsieur, bon, c'est un grand actif. Il a du mal à rester sans rien faire et donc, en passant à la retraite, il avait peur de s'ennuyer un petit peu, donc il voulait savoir si c'était possible pour lui de continuer d'avoir une activité professionnelle en plus de sa retraite. Ça l'inquiétait un petit peu et pour ça, la solution, elle a été très simple puisque, peu de gens, le savent, ou en tout cas peu de gens l'appliquent, mais vous avez la possibilité de bénéficier d'un cumul emploi-retraite. Pour bénéficier de ce cumul emploi-retraite, c'est très simple parce que dès qu'on atteint l'âge d'obtention du taux plein, l'âge légal d'obtention du taux plein, on peut bénéficier de ce qu'on appelle le cumul intégral. Ce qui veut dire qu'on peut percevoir l'intégralité de sa pension de retraite tout en continuant à travailler à côté en percevant des rémunérations. Mmh. Ouais, ouais, effectivement. On continue à travailler, on perçoit la retraite et OK, top. Hem, donc on a rajouté ce petit point-là, effectivement, cumul emploi-retraite dans le cadre du dossier. Tout à fait. Merci Pierre pour ce partage d'expérience, pour le coup, Avec plaisir. toujours très, très intéressant. Pour nos auditeurs, si tu devais faire une petite synthèse, de ce cas-là, un petit avant-après, qu'est-ce que tu dirais? Hem, pour synthétiser, je dirais que, ce couple a déjà bien fait de venir nous voir puisque on a pu au-delà des problématiques qu'ils avaient donc sur la transmission et cetera, sur les besoins de revenus complémentaires, on a pu mettre le doigt sur des problématiques et des mécanismes qui sont peu connus du grand public et qui ont permis de régler leurs solutions. Je pense notamment, si beaucoup de gens connaissent le pacte Dutreil, peu de gens savent qu'on a également cet abattement de 50 sur les droits restants. De la même façon, pour ce besoin de revenus complémentaires, on a pu mettre en évidence donc tout ce système d'amortissement et à côté de ça, le cumul emploi-retraite qui va beaucoup l'aider dans sa démarche. OK. Bah, écoute, merci. Nous sommes au bout de cet épisode dont nous aurons parlé effectivement d'un cas concret et de 2 notions techniques qu'on retient, le pacte Dutreil, effectivement, notamment la notion de pacte, réputé acquis et puis, la question de l'option fiscale des SCI, soit à l'IR, soit à l'IS. Et je pense qu'on y reviendra prochainement lors d'un nouvel épisode. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.